Bah, écoutez, merci à tous d'être venus pour cette super session sécurité des environnements, on va dire workplace et modern workplace. Donc ce que je vous propose, c'est que bon là, donc là on voit que le temps a commencé, donc on va pouvoir commencer la session. Une petite présentation rapide. Donc Hakim, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors déjà, c'est un peu génial, donc la photo que tu as mise. Alors, ça va en corrélation avec la session sécurité, hein. Comme vous pouvez voir, on a tous les deux des gros bras, donc on est là pour protéger Digital Workspace, hein. Enfin, Saifala un peu plus, mais bon, j'essaye quand même aujourd'hui là de faire pareil. Donc, Hakim Taoussi, donc je suis senior architecte pour la société VNext Insight. Je suis Microsoft MVP comme mon ami Saifala ici présent sur la partie Office App and Services. Donc historiquement, je suis plutôt sur la partie messagerie, donc Exchange, etc. Et du coup, j'ai bifurqué un peu plus sur la partie Office 365 et surtout sécurité. Donc avec quand même un gros focus sur Office ATP qu'on pourra voir tout à l'heure et tout ce qui correspond aussi aux endpoints de connexion. Donc bah merci beaucoup à tous d'être là et c'est un grand plaisir d'animer avec toi Saifala encore une fois cette session. À toi de te présenter. Je pense que tout le monde te connaît, mais toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Merci Hakim. Effectivement, c'est un grand plaisir aussi de. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on communique, qu'on Ouais, coanime d'habitude, on ensemble. se trollait mutuellement dans les Exactement. sessions, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est bien, on va pouvoir se troller en live. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, bon bah, c'est Fala Tagourou. Donc, je suis architecte team lead chez IM Service à Genève, donc en Suisse. Et pour ma part, moi, je suis plus MVP, mais sur la partie Azure. Donc, tout ce qui est donc en fait PaaS, SaaS et IaaS dans la partie Azure. Et je couvre également une grosse partie donc de mon activité sur la partie sécurité et cybersécurité avec les outils Microsoft. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez nos Twitter respectifs ici, puis nous avons aussi nos LinkedIn pour nous contacter après la session si vous avez des questions ou autres, si vous voulez discuter autour des sujets de sécurité, etc. Donc, je vous propose l'agenda suivant pour cette session. Nous allons tout d'abord aborder de manière globale l'offre, en fait, en tout cas le framework Microsoft Threat Protection de Microsoft. On va voir un petit peu quels outils vont vous permettre en fait donc de sécuriser votre environnement et surtout de quelle façon. Et puis après, on va vous proposer un petit modèle de sécurité qui va vous aider si vous voulez à faire à améliorer votre sécurité sur tous les vecteurs d'attaque. On va parler ensuite un petit peu d'architecture au niveau authentification, parce que c'est très important d'aborder et de faire le point sur l'authentification aux environnements cloud, notamment M365. Et puis ensuite, on partira un petit peu plus dans le détail avec la sécurité au niveau d'Azure Active Directory, parce que Azure Active Directory, c'est un IDP, mais il fait un peu plus que ça, parce qu'il va apporter des éléments de sécurité que nous allons retrouver ici. Et puis on finira par une petite conclusion sur les bonnes pratiques à adopter afin de rendre votre environnement optimal en termes de sécurité. Alors, l'idée vraiment de toute cette partie de présentation qu'on va faire, c'est aussi beaucoup des retours d'expérience qu'on a pu avoir, que ce soit avant le Covid, post-Covid, enfin post-Covid, oui, on est en plein dedans. Mais donc voilà, c'est vraiment des retours d'expérience qu'on a pu avoir sur différents sujets et le sujet donc MTP qui est un sujet plus que d'actualité. Donc sur la partie aussi licensing, je sais pas là, c'est vrai qu'on en a parlé vite fait ce matin, mais maintenant MTP depuis le 1er juin, le rollout est effectué pour tout le monde. Exactement. Donc voilà, donc vous allez souvent en entendre donc MTP, donc pour Microsoft Threat Protection. Et justement sur la partie introduction, on va voir quelles sont les différentes briques. C'est comme ça que j'arrive à le présenter, c'est que MTP, c'est surtout aussi beaucoup de briques de sécurité que je pense Patrick aussi vous a présenté ce matin sur les différentes features qu'on peut avoir sur la partie M365 et Azure. Donc justement, en parlant d'introduction, le framework en fait de Microsoft qui a été, parce qu'en fait à l'époque on avait plein d'outils, mais ils s'interfaçaient pas forcément, donc ça collait pas trop avec les modèles en fait en entreprise, en termes d'administration, en termes d'alerting, etc. Donc Microsoft arrive avec son modèle MTP qui va, si vous voulez, en fait, avec plusieurs outils qui vont être corrélés, qui vont être, si vous voulez, qui vont s'interfacer ensemble, vous proposer donc un portail unifié en termes de sécurité, des alertes améliorées et surtout des alertes, on va dire, de manière à faire de la prévention plutôt que de faire que de la protection. On va aller au-delà et on va faire de la prévention. Et puis derrière, en fait, tout ça, vous pouvez le retrouver en fait sur un lien directement. Si vous avez en fait donc la partie Office 365 E5 ou alors M365 E5, vous allez pouvoir retrouver tout ça grâce à un seul portail, donc qui s'appelle le securitymicrosoft.com, dans lequel vous allez retrouver donc tout un nombre de choses que Hakim vous montrera tout à l'heure.
termes d'outils, en fait, M365, enfin MTP, pardon, il va interagir sur plusieurs vecteurs. Donc la partie identité, donc tout ce qui est donc lié à la personne, hein, donc les utilisateurs qui vont se connecter, les administrateurs, etc. La partie endpoint, donc tout ce qui est périphérique, que ce soit mobile ou alors donc device classique de type Windows, Mac, Linux, etc. La donnée, forcément, donc la donnée que vos utilisateurs, on va dire, consomment, hein, que ce soit un email, que ce soit un message ou alors un document. Et puis ensuite, après, derrière, vous avez aussi les applications, ce qui est très important parce que aujourd'hui, les entreprises s'ouvrent vers beaucoup d'applications, que ce soit SaaS ou alors on-prem. Hein. Vous avez tout un écosystème qui va venir s'interfacer à votre Office 365, notamment quand vous faites des intégrations SAML avec d'autres applications, avec Azure AD, etc. Et puis vous avez la partie, forcément, elle sera toujours là, la partie infrastructure, donc qui va, par exemple, provisionner votre identité avec un Active Directory, provisionner peut-être votre Exchange, votre partie Exchange Online avec une hybridation Exchange, etc. Et sans oublier les petits outils que je vous montre en bas, la partie AIP, donc Azure Information Protection pour la partie DLP, et puis la partie ATA et Azure ATP pour la partie protection des identités on-prem et dans le cloud. Alors, pour renforcer aussi ce que dit Céphala, c'est important de voir que donc on a tous les outils qui sont actuellement sur l'écran. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est encore en rollout, hein, vraiment on va être transparent, c'est en cours. Les outils commencent à se parler de plus en plus. Moi, je fais l'interaction avec MDATP, donc la partie endpoint, donc l'antivirus et l'outil comportemental qu'on pouvait avoir sur les machines, hein, Windows 10, Linux, avec des fonctionnalités un peu moins avancées et macOS, et la partie Office 365. Donc les deux se parlent. Office 365 ATP parle à MDATP et inversement. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier justement de la puissance d'Office 365 sur la détection de fichiers, de malware potentiels et donner cette information à MDATP qui, lui, justement, va mettre en place des stratégies de protection sur le poste utilisateur et inversement. Donc, c'est très important de vraiment comprendre que l'outil MTP, enfin ce qu'on peut appeler maintenant la suite MTP, est toujours en progression, en évolution, et les outils vont se parler de plus en plus. Et juste pour ajouter justement, pour finir par rapport à ça, c'est que j'ai beaucoup de clients qui me disent mais quel est l'intérêt pour moi de prendre un antivirus justement comme MDMTP, MDATP justement par rapport à un autre. Bah justement c'est ce que tu viens de dire, c'est l'interaction. C'est l'interaction et c'est ce qui te permet derrière d'avoir toute cette interface et toute cette gestion de manière unifiée. Donc au niveau de ton attaque, quand tu vas recevoir ton attaque et ton alerte, tu vas pouvoir remonter toutes les briques et tous les vecteurs afin de retrouver donc afin de te protéger au mieux en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Justement, les outils, je vais te laisser les présenter, Hakim, si tu veux bien. Alors, Azure Security Center, alors je suis pas un expert sur cette partie-là, mais j'ai cru comprendre que justement ça changeait et que maintenant Microsoft capitalisait plus sur Sentinel. Exactement. Et une partie donc MCAS. Donc Azure Sentinel, donc le CIEM de Microsoft, donc, qui récupère l'ensemble des informations que vous avez, tous les logs que vous pouvez avoir sur les différents endpoints, et donc les fameux insights par Microsoft, donc toutes les valeurs, tout remonte côté Azure Sentinel. Donc dans Azure Sentinel, vous pouvez interfacer toute la partie MCAS, endpoint et toute la partie aussi infrastructure serveur local. Donc il y a des templates qui sont, alors c'est aussi très très en évolution quotidienne, donc il y a des mises à jour. Vous avez des templates justement que l'équipe sécurité Microsoft a mis en œuvre pour pouvoir vous aider justement à faire du log et du hunting, hein, de la fameuse recherche avancée. Juste pour la petite histoire, grâce à Sentinel sur mon tenant, j'ai fait ce qu'il ne faut pas. J'ai laissé le port 25 ouvert sur mon lab et je ne comprenais pas pourquoi je recevais des attaques. Et grâce à Sentinel, j'ai reçu des alertes qui m'ont permis de voir justement que sur mon port 25, sur le PC que j'ai en bas à la maison, là, sur le pied, j'avais fait une bêtise. Donc, vraiment, la puissance, on peut vraiment descendre très très bas ou des attaques même en RDP. RDP sur mon serveur de test où on avait des informations qui remontaient, etc., etc. Donc, vous avez donc la partie Azure ATP. Hein, donc là, Céphala, c'est toi le spécialiste, mais en effet, toute la partie justement sécurisation et détection de comportement sur la partie infra-contrôleur de domaine. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Céphala, donc c'est vrai qu'on va faire beaucoup d'allers-retours sur les discussions, mais Azure ATP, c'est qui fonctionne encore beaucoup mieux avec MDATP. Pour avoir fait des tests justement d'intrusion et des tests de reconnaissance sur des machines. La détection était plus rapide justement sur le endpoint, puisque en tant qu'attaquant, j'attaque une machine qui est dans le LAN du client. Et la détection était plus rapide sur la partie MDATP que sur la partie entre guillemets Azure ATP. Donc la reconnaissance, la policy, la stratégie de blocage était beaucoup plus efficiente depuis MDATP qui était au plus proche de l'utilisateur entre guillemets, hein, vraiment, que sur la partie Azure ATP. Donc c'est vrai que l'information qui peut remonter entre les deux,
est en corrélation et enfin, c'est vraiment très puissant. Alors, je ne mets pas ma casquette de marketeur, mais vraiment ma casquette plutôt de découvreur de la sécurité Microsoft, où vraiment on a quand même pas mal de cas clients qui nous font montrer que ces outils sont puissants. La partie Office ATP, alors là, la première des briques ATP qui existent, hein, juste pour la petite histoire, Azure ATP, ATP, la signification donc Advanced Threat Protection. Donc Office était le premier à l'avoir mis en œuvre, hein, donc lui aussi évolue. Donc c'était vraiment la protection à l'origine sur toute la partie messagerie. Maintenant, vous êtes la sécurité sur toute la partie collaborative. Hein. Office ATP fonctionne aussi bien sur Teams, OneDrive, avec les différentes features, comme on peut voir. Donc tout ce qui est Safe Attachment, donc pour les malwares, SafeLink pour le phishing. Et particularité, c'est tout ce qui est Advanced Anti-Phishing, Anti-Spoofing, qu'on verra tout à l'heure quand on parlera de protection d'identité. Et Cloud of Security, donc pour pas le nommer, donc le fameux broker de Microsoft. Alors là aussi, comme Sentinel, donc tout est logué, vous avez toute la possibilité de récupérer ce qui est Shadow IT, de pouvoir faire des policies en complément donc du conditional access. Hein, justement, vous pouvez mettre des stratégies aussi d'accès. Vous pouvez faire du hunting, qui est pas mal. Vous pouvez justement aussi bloquer et mettre des policies concernant des applications éventuellement tierces, malveillantes, avec un ranking bien spécifique que Microsoft met en œuvre pour justement pouvoir mettre le curseur sur des applications que vous ne connaissez pas forcément, qui sont sur les postes, et que vous pouvez bloquer puisque derrière vous avez des doutes. Voilà, Safe, si tu veux rajouter quelque chose. Oh, c'est très bien. Et c'est juste pour finir, effectivement, sur le MCAS, un point important, en fait, c'est qu'il faut un peu le considérer comme un contrôleur aérien dans un aéroport. C'est vraiment lui qui va vraiment guider, si tu veux, les entrées, les sorties au niveau de ton tenant, que ça soit au niveau des applications tierces que tu connais pas forcément et que tu ne maîtrises pas, parce que les utilisateurs, malheureusement, de temps en temps, même souvent, vont consommer en tout cas des applications qui ne sont pas encore connues par l'IT, et puis bien entendu des applications que tu maîtrises, notamment la partie par exemple Office 365, que ce soit du Teams, du SharePoint, du OneDrive, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que c'est vraiment, tu as une vision globale et tu vas pouvoir intervenir pour faire donc toutes tes stratégies, que ce soit de la remédiation ou alors des stratégies de prévention, etc. Et tu peux aussi, c'est ça qui est bien aussi, donc l'utiliser comme un proxy aussi, donc oui, avec l'interaction avec MDATP et bloquer éventuellement des URL ou des accès qui ne seraient pas sollicités en fait dans l'entreprise. Alors, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée, enfin, ça aura une valeur ajoutée quand on aura la partie MDATP pour la partie mobile. Donc, pouvoir avoir entre guillemets un proxy Internet sur les devices mobiles Android et iPhone, je pense que ça va être pas mal. Ouais, avec l'intégration sur la partie Endpoint Manager, oui, ça peut être effectivement intéressant. Donc justement, ce qui est important, c'est parce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai suivi la session de Patrick, beaucoup de gens en fait se posent la question ATP, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames en fait sur ATP, parce que moi j'ai des clients pour eux ATP, c'est effectivement la partie Office 365 ATP, mais j'ai des clients pour eux ATP, c'est uniquement la partie Microsoft Defender. Donc c'est pour ça qu'on fait ce slide qui est très important. En effet, ouais. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a fait ce slide juste pour en fait faire une petite mise au point sur vraiment ce que c'est la partie threat protection chez Microsoft. Et il faut savoir que, comme le disait Hakim, la partie Office 365 qui arrive en premier déjà, c'est la première offre qui a été faite sur la partie Office 365. Et surtout, si vous voulez, en termes d'attaque et en termes de protection, c'est vraiment le point d'entrée à votre système d'information. C'est vraiment le point d'entrée, c'est la partie au niveau des mails, au niveau des phishing, etc. Ensuite, vous avez un deuxième point. Forcément, c'est votre endpoint, donc c'est votre, on va dire, terminaison, en fait, votre terminal qui accède à vos informations Office 365, etc. Et puis, vous avez le troisième point qui est l'identité elle-même, donc c'est le user avec le compte admin ou le compte standard. Je te laisse peut-être ajouter quelques précisions, Hakim, sur la partie Office ATP 365. Oui, bien sûr. Non, la vraie précision, donc c'est vrai que c'est pour ça que je fais beaucoup d'allers-retours sur ce qu'on disait, donc l'interaction qu'il y a entre Office ATP maintenant et MDATP, donc la puissance des différentes détections, hein, de profiter donc de la solution cloud de Microsoft, une détection qui est faite sur la plaque APAC et remontée vite fait sur la plaque européenne, etc. Et du coup, vous descend au plus proche de l'utilisateur. Donc, j'insiste vraiment sur la partie Office ATP. Ne le prenez pas comme un outil qui va faire des miracles si jamais vous ne faites rien. Alors, j'insiste bien, puisque là, avec le Covid, hein, donc on a eu énormément de challenges, des clients qui ont mis en place des outils de sécurité et qui m'ont appelé en disant Office ATP, excusez-moi du terme, mais c'est de la merde. Je comprenais pas pourquoi. Je disais mais pourquoi ça marche pas. Ça marche pas. Tout passe. Je dis ok, on va regarder. Et en effet, en fait, il faut
c'est comme tout, hein, c'est comme tous les outils, il ne faut pas les prendre out of the box, comme pour la partie identité protection. Il y a des choses à faire, il y a de la configuration à faire. Vous pouvez la faire graduellement, j'ai du mal à parler. Vous pouvez la faire vraiment par phase, hein. Vous pouvez faire un pilote, un POC, etc. Et la déployer petit à petit, puisque qui dit déploiement dit forcément end user, dit forcément sensibilisation, communication et formation. Oui. Donc ça, c'est très important. Donc de sensibiliser l'utilisateur et surtout aussi de lui donner la main, puisque par expérience, quand on est vraiment sur l'utilisateur final et la partie spam, phishing, etc., ce qui m'interpelle le souvent, c'est vraiment le ressenti utilisateur. Alors, je ne dis pas que l'utilisateur dit des bêtises, ment, etc. Non, c'est vraiment son ressenti. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut voir et qu'est-ce qu'il voit exactement. Donc, le fait de recevoir un message qui se lui semble vraiment pas terrible, et bah, tout de suite, il va monter au créneau en disant votre outil ne marche pas, il n'a pas filtré, etc. Donc, il faut donner la main à l'utilisateur. Donc, Microsoft a créé aussi des outils supplémentaires qui sont dans Office ATP, qui est même Exchange Online Protection, qui est le User Submission. Donc, le User Submission, c'est pouvoir justement donner la main à l'utilisateur de déclarer lui-même un mail éventuellement malveillant ou malicieux ou au contraire, un faux positif. Ça lui donne l'avantage de dire je maîtrise mieux la situation. Donc, en plus de bricoler Office ATP pour vraiment le customiser et le rendre plus efficient pour vos utilisateurs, donnez la main à vos utilisateurs. Donc, c'est un petit bouton qui va apparaître sur le client Outlook. Là aussi, il y aura de l'information. Et là, du coup, l'utilisateur dira je me sens responsable, je suis responsable, j'active. C'est mon ressenti, mais c'est aussi l'expérience que j'ai eue sur pas mal de clients. Je suis responsable, je participe à la sécurisation, à ma sécurisation et à la sécurisation de mon entreprise. Derrière, une fois qu'un message arrive, il n'appelle pas l'IT en criant, il clique bouton droit, il dénonce entre guillemets le message et roule les jeunesse. Ça, c'est une vieille expression, je suis désolé, il fallait que je le dise. Mais elle est très importante. Attends, bientôt je vais sortir le larcin, donc t'inquiète pas. Donc voilà, donc vraiment la partie Office ATP, comme tous les outils et les autres outils, mais comme c'est l'outil entre guillemets qui est quand même un peu plus visible, puisque derrière l'utilisateur est devant sa messagerie et devant Teams, puisque le SafeLink arrive sur Teams, hein, donc il est en preview ou en tap. Donc voilà, donc pareil pour l'Office ATP, la partie Safe Attachment arrive, l'interaction avec Microsoft Defender est en cours. Donc voilà, responsabilisez vos utilisateurs, n'oubliez pas de communiquer, de former et surtout de bricoler, de configurer et de customiser vos différents outils de protection. Et juste, je vais finir là-dessus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, très important, l'interaction avec ces outils. Vous voyez bien que Office ATP 365, il a commencé par la messagerie, et on voit bien que maintenant il se déploie sur Teams, OneDrive, SharePoint, etc. Parce que il arrive avec justement ces nouveautés de SafeLink et puis de Peer Attachment, etc. Sur, par exemple, une équipe Teams, quand vous allez mettre un fichier malicieux, etc. Ça va être détecté automatiquement, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi de souligner ça. Donc, en termes de sécurité, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est justement pour rendre votre environnement, on va dire, sécure, le plus sécure possible en tout cas. On n'est jamais parfait, nul n'est parfait, et c'est justement le challenge ici, hein, en fait, c'est d'être toujours en continu à la recherche de nouvelles techniques de défense, comme pour les attaquants à l'inverse, en fait, nouvelles techniques d'attaque, etc. Et le plus important, en fait, comme on le disait Hakim ce matin quand on préparait notre session, c'est vraiment se focaliser sur la réduction d'attaque, de surface d'attaque. C'est ça le plus important, parce qu'on peut avoir tous les outils, tout ce qu'on fait, etc. Mais si on s'y prend mal, donc en termes on va dire d'organisation et en termes de modèle et de sécurité et de roadmap au niveau de votre sécurité, au niveau de vos systèmes d'information, forcément on va avoir en fait des brèches un peu partout que malheureusement on va louper. Donc nous, dans le modèle de sécurité qu'on vous propose, c'est un modèle, on va dire, assez simple, qui va pouvoir couvrir toutes les briques que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir l'identité, les endpoints, la data, l'infrastructure, etc. Donc on va partir sur le premier point, on va vraiment se focaliser sur l'identité. Donc là, on va la rendre plus forte, que ce soit la partie admin ou la partie end-user. Donc on va en reparler tout à l'heure, mais le MFA, après, ça ne concerne que moi, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de gens. Le MFA ne concerne pas que les admins, d'accord? En général, moi, quand je fais un modèle de sécurité, je propose également le MFA pour tous les utilisateurs. Après, on va voir des façons un peu plus intelligentes de le rendre disponible, justement, par exemple, de ne pas avoir le MFA quand l'utilisateur il est au bureau, etc., parce que ça, c'est important. Mais en tout cas, la première partie, donc en vert que vous voyez ici, c'est vraiment rendre votre identité plus forte. Donc, en suivant, on va dire, un petit peu le Secure Score que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va vous présenter
Quelques points d'amélioration. Alors attention, le Secure Score, très important, c'est pas parce que vous avez un très bon score que vous êtes sécurisé. Ça de une. Et de deux, c'est pas parce que vous avez un score qui est plutôt moyen que vous n'êtes pas sécurisé. Pourquoi? Parce que il y a certaines recommandations qui sont proposées par le Secure Score qui ne sont pas adaptées à votre tenant tout simplement parce que vous avez peut-être une autre méthode, vous avez peut-être une autre fonctionnalité, etc. Ensuite, après, vous avez donc là, c'est vraiment la partie Secure Score. Donc après la partie MFA, j'en ai parlé. Et puis ensuite, excuse-moi, c'est pas là. Juste pour la partie Secure Score, pour parler d'actualité, ils sont encore en train de. Alors j'aime bien montrer que je suis l'actualité Microsoft. En fait, c'est parce qu'on voit les accès qui sont cassés en ce moment. Donc malheureusement, Secure Score est en perpétuelle évolution. Là, actuellement, on a énormément de choses qui font que derrière, il est en train d'évoluer. Donc, vous allez avoir des scores qui, du jour au lendemain, vont descendre de 100 points, mais c'est en fait, Microsoft revoit en fait ses stratégies. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous voyez que votre score descend, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas secure. Au contraire, c'est que derrière, il y a des choses qui sont en train d'être améliorées, puisque Microsoft essaie d'être au plus proche de l'activité et du tenant. Donc, le Secure Score de Stéphane ne sera peut-être pas du tout, c'est sûr, il ne sera pas du tout identique au mien par rapport à mes usages, par rapport à ce que moi je fais justement des outils de collaboration et de mon travail en fait au quotidien. Voilà, c'est juste pour la petite. Ouais. Ah, mais c'est très bien parce que c'est ça qu'il faut faire comprendre. Donc justement, moi, j'ai pas de meeting avec les clients parce que le but aussi, c'est de vous échanger un peu nos expériences. C'est ça qui est important. Et quand on a ces workshops de sécurité avec les clients, ces questions reviennent souvent avec la partie score, pourquoi il évolue, etc., etc. Donc c'est très important que tu mettes le point là-dessus. Après, une fois qu'on a fait le MFA, on a suivi un peu tout le Secure Score, etc., on va protéger les passwords, ça c'est important. En termes de password, on a plusieurs moyens. Donc là déjà, on a le passwordless, donc on présentera tout à l'heure en petite démonstration. Et puis vous avez surtout la partie Smart Lookout, en fait, donc qui fonctionne si vous avez un ADFS, vous allez pouvoir donc protéger votre mot de passe contre le brute force depuis l'extérieur. Donc ça se fait dans ADFS avec les ADFS proxy password lookout où vous allez définir en fait une politique de sécurité qui va dire au-delà de certaines tentatives, je vais bloquer le compte pour une certaine latence, etc. Mais aussi Azure Active Directory le fait directement dans Azure AD, donc vous propose aussi une policy pour pouvoir le faire. Un dernier point également, donc un point qui est très important, c'est ce qu'on appelle les emergency accounts. C'est vraiment les comptes brise-glace. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte, et je vous jure que c'est vrai, ça m'est arrivé, j'avais vendu le MFA chez un client comme si c'était la solution miracle. Donc, on a activé le MFA pour tout le monde, ça marchait bien. Le problème, c'est que je crois que c'est arrivé il y a 6 mois ou 1 an en arrière, hein, c'est ça qui m'a... Ouais, c'est arrivé, il y a eu quand même pas mal de choses, c'est arrivé à chaque fois après coup, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, ça arrive 2 fois de suite. Où en fait, j'avais tout à l'heure, ouais. Voilà, j'avais fait activer le MFA chez mon client. J'étais fier de moi, hein, vraiment. Et il me dit c'est super ta solution, machin. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit écoute, ça marche plus, j'arrive plus à me connecter. Et là, je vois un peu sur Twitter, donc sur le security alert, le hashtag Microsoft, on voit en fait que le MFA était down sur la région Europe, je crois, et US. Donc en fait, tous les gens qui avaient du MFA pouvaient plus se loguer sur le tenant. Alors fort heureusement, j'avais moi un compte si je client où j'avais pas de MFA, donc j'ai pu le dépatouiller et lui désactiver son MFA. Mais juste, moralité, c'est que si on active le MFA pour tout le monde, du coup, vous allez me dire c'est sécure, mais le problème, c'est que s'il n'y a plus de service MFA, on ne peut plus se connecter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer, en général, la bonne pratique, c'est 2 comptes brise-glace, on appelle ça. Ces comptes-là, ils vont être forcément global admin, mais par contre, sans MFA. Mais en contrepartie, ces comptes-là devraient être monitorés. Monitorés déjà avec tout le système de monitoring que vous avez dans Azure AD. Et surtout, si vous avez MCAS, justement, à qui on en parlait tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir mettre en fait une alerte sur donc l'activité de ce compte-là. Donc, si ce compte-là il est utilisé, automatiquement vous allez recevoir une alerte. Donc, vous allez pouvoir juger s'il faut le désactiver ou pas. Donc, très important, pensez à ces comptes brise-glace parce que ça peut vous sauver la mise sur une production. Donc après, une fois qu'on s'est concentré sur la partie 1, on a réduit, on a rendu notre identité plus forte avec le password, avec le MFA, avec les comptes, on va dire emergency, etc. On va rentrer donc ce qu'on appelle la réduction de surface d'attaque, où là, effectivement, on va jouer avec plusieurs choses, notamment avec le conditional access, où on va définir des conditions d'accès pour pouvoir donc accéder à notre tenant, à notre environnement Office 365. On va également bloquer tout ce qui est legacy authentication, donc c'est des protocoles qui sont vulnérables en termes de sécurité. Ça, c'est important, c'est que quand vous bloquez ça, avant de le bloquer,
je vous conseille de faire un audit d'abord dans votre Azure AD pour voir quels sont justement les protocoles qui sont d'abord utilisés. Parce que si vous les bloquez et puis que c'est utilisé par des personnes et que vous allez bloquer la production, ça va pas trop le faire. Donc c'est très important de bloquer ça. Ensuite, après derrière, on va arriver sur, on va dire, une chose importante, c'est l'administration du tenant. Avec l'outil qui s'appelle Privilege Identity Management, donc PIM, qui va vous permettre si vous voulez, de gérer votre tenant de manière temporaire. C'est-à-dire que vous allez demander des droits Global Admin, Exchange Admin, SharePoint Admin, ce que vous voulez, mais en Just-in-Time Access. C'est-à-dire tout simplement, c'est le Zero Trust Approach, c'est-à-dire que pendant un laps de temps, je n'ai pas de droit sur le tenant. Et si je souhaite faire une modification sur le tenant, je demande les droits. On va me donner les droits de manière automatique ou pas. On peut aussi mettre un système d'approval. Une fois que c'est approuvé, j'ai les droits pour me connecter sur le tenant. Je fais ma sauce, machin. Pendant 3 heures, 8 heures, on peut mettre un temps. Et une fois que c'est fini, mon accès au tenant de manière administrative sera automatiquement révoqué. Donc ça, c'est important. Alors, je veux juste aussi insister sur la partie réduction donc de surface d'attaque, pour revenir à la partie, ce qu'on disait tout à l'heure, Office ATP, etc. Donc, admettons qu'on ait configuré Office ATP, que la personne malheureusement s'est fait ficher. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai essayé, entre guillemets, de faire un premier blocage, donc on va maximiser la sécurisation au niveau des entrées mail, etc. Et du coup, admettons que la personne malheureusement s'est fait ficher et que son mot de passe est dans la nature. L'idée, c'est que, par expérience, l'attaquant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se connecter en premier lieu avec des protocoles qui sont justement legacy, tout ce qui est authentification legacy. Pourquoi? Parce que celle-ci ne supporte pas le MFA. Donc, vous avez mis votre protection Office ATP pour protéger du phishing, vous avez mis du MFA à l'utilisateur, mais l'attaquant, une fois qu'il réussit entre guillemets à choper les credentials, il va essayer de se connecter et bypasser justement la protection MFA. Et en POP et IMAP par exemple. Donc POP et IMAP, donc les protocoles dits legacy, ceux-là vont devoir être bloqués. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important. Déjà, c'est une notification basique. Pardon. Ça devrait être déjà bloqué de base, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'applications legacy, des applications développées en interne. Donc, on a poussé les clients à aller dans le cloud. Donc, ils ont aussi développé des applications et tenté de récupérer des applications et de les mettre dans le cloud qui, justement, utilisent malheureusement ces authentifications-là. Pour la petite histoire, Microsoft va bloquer l'authentification basique sur la partie messagerie à compter de la fin d'année, donc octobre 2020. Pour l'instant, la date est figée et bloquée et dans le marbre. Toutefois, Microsoft justement évolue aussi sur cette partie-là et supporte l'authentification OAuth pour les parties POP et IMAP. Enfin, POP et j'ai vu ça la semaine dernière, IMAP c'est en cours. Donc, en plus de bloquer ces accès-là, les nouveaux protocoles, enfin les anciens protocoles vont pouvoir supporter l'authentification moderne. Juste la petite contrepartie, c'est que les applications qui les utilisent, elles ne sont pas encore supportés et ne supportent pas encore l'authentification moderne, mais voilà, Microsoft avance sur cette partie-là. Ils ont beaucoup été critiqués en disant vous utilisez encore le basique. Microsoft a dit ok, on va le bloquer. Maintenant, ils le bloquent, mais ils le font évoluer. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 important. Pareil pour le end-user block end-user consent. Pourquoi je dis ça et j'insiste dessus, c'est que l'authentification basique comme le consentement d'application sont activés par défaut sur les tenants. Pour le block end user consent, même si vous n'avez pas des licences très avancées, vous avez un petit bouton qui existe sur le tenant qui va vous permettre de désactiver le consentement fait par l'utilisateur. Donc, on peut ensuite évoluer et avec du licensing supplémentaire et faire des conditions d'accès dessus. Et voilà, c'est une petite case à cocher, elle peut vous sauver la vie. Un malware qui est présent sur la machine qui se donne les droits entre guillemets sur la boîte aux lettres. Donc, pareil, le consentement sera bloqué si jamais vous avez désactivé cette petite case en fait. Qui est très importante d'ailleurs, effectivement. Et puis du coup, le troisième point, vous le connaissez, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est toute la partie threat protection. On en parlera tout à l'heure un petit peu en détail. C'est la mise en place de identity protection, la partie signing basée sur le risque, donc le risque au niveau de l'identité ou alors le risque au niveau de de l'état de santé de l'appareil pour accéder à vos environnements. Vous avez également la partie Exchange Online Protection et Office ATP 365, donc ATP que Hakim a bien expliqué. Donc ensuite, parce qu'on va aller vite, parce que le temps il va arriver. Donc après, voilà, vous avez la partie 4, 5, c'est vraiment la partie audit. C'est important parce que l'audit, il faut bien, si vous voulez, il faut bien que vous ayez des informations, des remontées d'alerte, etc. Donc c'est très important. Vous avez la partie audit à prendre en compte aussi dans votre modèle de sécurité. Donc là, justement, on vous a mis un peu tout ce qui se passe
Au niveau des licensing, donc en jaune, il vous suffit d'avoir l'Azure ADP1 pour avoir ces informations. Et si vous voulez avoir des choses un peu plus granulaires, vous avez la partie Azure ADP2 ou alors, comme le disait tout à l'heure Hakim, que ce soit la partie Sentinel, hein, donc vraiment le SIEM intelligent chez Microsoft, ou alors la partie MCAS si vous avez donc de l'E5. Et puis la partie 5, c'est tout ce qui est justement user self-service, hein, donc la partie SSPR, self-service password reset, la partie donc enregistrement des applications, la partie Azure AD Access Review pour revoir les groupes, les owners des groupes, etc. Et puis la dernière, on va dire pas la dernière partie, mais la partie quand même qui va être importante pour la partie end user, c'est la partie data, donc ces données, à penser à protéger ces données, que ce soit en mettant en place un DLP, que ce soit avec la partie donc Office 365 Sensitivity Label. D'ailleurs, je profite parce que je vais faire une session la semaine prochaine sur ce sujet-là avec AOS Online, ou alors la partie donc rétention, donc dans Office. Et puis pensez, c'est très important, je l'ai mis à la fin, backup avec une solution tiers parce que les données dans Office 365 ne sont pas backupées, vous n'avez pas de backup. Donc ça, c'est très important. C'est la responsabilité du client. Voilà. Donc ça, c'est très important. Vas-y, Hakim. Non, excuse-moi, ce qui est important justement sur la partie 6, c'est qu'on met en place la partie 1, 2, 3, 4, 5, mais en fait, que veut faire l'attaquant? L'attaquant, ce qu'il veut, c'est éventuellement choper des données. D'abord, récupérer le mot de passe de SafeAlarm, non, je m'en fous un peu. Je vais peut-être plutôt récupérer sa future session pour pouvoir, justement la publier avant tout le monde et profiter de l'avant-première. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire, je mets en place les solutions de 1 à 5 pour pouvoir protéger ma donnée contre justement le fameux larcin, donc le fameux vol. Oui. Et dans la matrice Microsoft, on voit bien que cette partie-là est aussi très, très poussée par MCAS, justement pour protéger la donnée, que ce soit sur les postes et toute la partie DLP, donc fuite de données. Exactement. Et puis la partie 7, soit vous avez un Azure Security Center, donc qui lui va vous faire un peu la compliance et la conformité au niveau de vos workloads Azure, et puis forcément ça fonctionnera. Et comme l'a dit Hakim, on tend quand même plus vers Azure Sentinel. Donc voici un peu pour le modèle de sécurité que vous pouvez avoir et un exemple pour vous protéger, en fait, tout simplement. Puis on va passer à la suite, justement pour aller dans on va dire dans la continuité, c'est la partie identité. Comme vous le savez, Azure Active Directory, lui, c'est le point central de vos projets cloud, hein, de tout projet cloud Microsoft. Ça va être votre point d'entrée, donc votre partie identité, et donc justement le référentiel, l'annuaire proposé qui est Azure Active Directory, qui va vous permettre, si vous voulez, d'avoir votre identité dans le cloud. Et avoir son identité dans le cloud, c'est ce qui vous permet, en fait, tout simplement de consommer vos applications quand vous allez sur Teams, sur SharePoint, sur OneDrive. Si vous n'avez pas d'Azure Active Directory, ce n'est pas possible. Donc voilà un petit peu ce back-end qui est important. Donc dans chaque tenant Office 365, la première chose qui est provisionnée et déployée donc en back-end, c'est la partie donc annuaire Azure Active Directory, donc le référentiel. Donc effectivement, on va le voir, hein, face au Covid et justement face aux urgences qu'on a pu avoir, en tout cas ça c'est des use cases qu'on a eu avec des clients, en fait, donc là je vous les laisserai lire et on vous laissera la présentation. Mais en fait on s'est rendu compte que le point commun de tout ça, donc en termes de protection et en termes, si vous voulez, de mise en place de briques, c'est la partie identité. Alors bien entendu, hein, vous avez la partie mail, vous avez toute la partie suite M365, mais la partie identité, c'est vraiment le point central sur lequel on a dû travailler et faire face à plusieurs challenges pour justement rendre en fait cette expérience Covid pour les entreprises en remote simple et surtout optimale au niveau sécurité. Donc, le digital workplace de demain, moi je le vois comme ça, on le voit comme ça. C'est vraiment en fait, on est dans un mode où je n'ai plus d'ACCM, mais j'ai de l'Endpoint Manager, donc Intune. Je n'ai plus d'Active Directory, plus ou moins j'ai un Azure Active Directory directement. Ma machine, elle est plus jointe dans l'AD, mais automatiquement jointe dans Azure AD. Je dépends. Bien sûr, j'ai plus de bureau aussi, c'est exactement ça. Ouais. Je n'ai plus de bureau parce que je suis un peu dans la nature, parce que forcément Covid, etc. Et puis surtout, il y a une stat intéressante qui montre qu'en fait que les entreprises qui étaient frileuses contre le télétravail se sont rendues compte en fait qu'en télétravail, tu travailles 2 fois plus et tu es beaucoup plus performant. D'accord ? Je confirme. Ça c'est important et je confirme aussi, donc ça c'est très important. Et effectivement, alors bien sûr, ça va pas arriver du jour au lendemain, mais en tout cas, notre vision et la vision de Microsoft, c'est celle-ci, c'est que vraiment, en fait, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez, le plus important, c'est votre accès, donc c'est votre identité pour accéder à vos informations. Donc derrière, que vous soyez au bureau, que vous soyez en Chine, que vous soyez n'importe où, le plus important derrière, c'est votre identité. Puis après, vous allez pouvoir consommer vos applications. Alors là, j'ai mis les applications
Microsoft, mais bien entendu, vous imaginez bien que vous avez aussi vos applications tierces. Et important sur la gauche, donc sur la partie verte, la partie sécurité qui va vous accompagner sur tout le long, bien entendu, de votre processus de consommation de données, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Hakim, dans ce slide-là. Ouais. Ok. Et donc, un point sur l'identité, très important, parce que pareil, en fait, quand on fait des workshops, enfin, en tout cas avec les clients, on a pas mal de, on va dire, de challenges, ou on a pas mal de questions sur cette partie-là. Il faut savoir que quand on va dire un exemple simple, hein, quand on fait de l'Office 365, on fait de la messagerie, du OneDrive, du Teams, on peut avoir plusieurs identités. On va dire la première et la naturelle, c'est celle que quand vous créez votre tenant, vous avez par exemple des comptes qui sont déjà provisionnés, ce sont ce qu'on appelle des comptes cloud. Donc ce sont des comptes directement provisionnés dans Azure Active Directory. Là, ensuite, vous avez des... Excuse-moi, c'est bien que tu parles de ça justement, parce qu'avec le Covid, on a eu pas mal de clients, je pense que beaucoup aussi des personnes qui sont sûrement dans la présentation, où il y a eu une activation massive de Teams, du coup une activation massive d'identités supplémentaires, qui n'avaient rien à voir avec l'identité de l'Active Directory, etc. Donc là, je ne sais pas pour toi, mais nous, on est en phase 2, donc on est en phase remédiation. Justement, on challenge cette partie-là. Exactement. Et puis moi aussi, j'ai eu un challenge où en fait une entreprise voulait activer Teams de manière massive avec 200 comptes directement. Sauf que forcément, ils n'étaient pas prêts pour la partie à déconnect, machin. Enfin, je te fais pas le dessin. Pareil. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a provisionné ces comptes sur donc sur le cloud directement. Et effectivement, maintenant, on est en train de faire la remédiation pour faire ce qu'on appelle le sync back, pour les refaire remonter dans l'Active Directory afin que ça soit synchronisé dans Azure AD de manière naturelle, en fait. Et justement, voilà. Et c'est ce qui m'emmène au point suivant. Du coup, vous avez une identité cloud, donc la transition, elle est parfaite. Vous avez aussi ce qu'on appelle une identité hybride. Donc, cette identité hybride, c'est quoi? C'est tout simplement le user que vous avez dans votre Active Directory qui est synchronisé dans Azure AD. Ce qui fait que cet utilisateur, l'importance de ça, c'est que l'utilisateur qui arrive le matin, qui se logue le matin avec son Asana account name en fait pour aller dans sa session Windows, quand il va se connecter, en fait, donc, cette identité, comme elle est synchronisée dans Office 365, quand il va aller sur Office 365, si vous voulez, ça va être la même identité, ça va être le même password, donc il va profiter justement de cette hybridation pour consommer toutes les applications, que ce soit cloud ou on-prem, avec la même identité, avec le même password. Ça, c'est important. Donc, l'équation à l'époque qu'on avait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais une identité par application. Là, on tend plus à une équation qui va nous dire on a un seul référentiel, une identité pour toutes les applications de l'entreprise. Ça, c'est important. Et puis après, vous avez des users qui sont non syncés directement, en fait, qui se trouvent directement dans votre Active Directory. Et je vais rajouter peut-être une quatrième identité qui est importante aussi, même si je ne l'ai pas mis ici, c'est le guest access, hein, donc le user B2B que vous invitez dans votre tenant. Il va se retrouver quand même avec un compte externe dans votre Azure Active Directory, donc sur lequel vous allez pouvoir, par exemple, lui faire des conditional access sur le MFA, etc. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Hakim. Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Juste, ça dépend de ce qu'on voulait présenter après, mais pour juste faire une partie identité, parce que j'insiste énormément, là, c'est mon côté messagerie qui insiste, parce qu'il y a l'identité. Donc, quand on protège ces identités, moi, je pars du principe qu'il y a l'identité sur laquelle on est pour pouvoir se connecter, hein, qui je suis pour me connecter. Il y a aussi l'identité de qui je suis réellement, c'est-à-dire le fameux Hakim Taoussi. Donc, les outils Office ATP doivent être pris comme ça. On a toute la partie IDP, password, etc., enfin conditional access, etc., pour protéger l'accès de son identité. Et qu'est-ce que je fais pour protéger mon identité? Qu'est-ce que je fais pour protéger Hakim Taoussi qui est dans la messagerie pour que ce soit vraiment le vrai Hakim Taoussi? Donc en fait, en général, j'ai encore un client la semaine dernière qui s'est fait ficher, malheureusement. Il y a eu une attaque au président que la personne s'est présentée en tant que le DG. Donc, avec Office ATP, on a cette possibilité-là, donc de protéger contre l'impersonnation et le fameux spoofing, puisque derrière, l'identité même de l'utilisateur est spoofée et l'attaquant se fait passer pour cette fameuse personne. Très important, effectivement, comme point. Donc après là, je vous ai juste mis la partie licensing d'Azure AD. Donc vous savez que vous avez l'Azure AD P1 et P2. La seule différence entre les deux, c'est la partie donc Azure AD P2, vous avez la partie Identity Protection, donc qui détecte les vulnérabilités, si vous voulez, qui est quelque chose un peu plus protégé donc en termes d'identité, avec du machine learning derrière. Et puis on a aussi la partie gouvernance, qui est donc la partie PIM que je vous ai présentée pour le Just-in-Time Access sur le tenant, et la partie Access Review pour la partie remédiation des groupes et des membres des groupes et des owners.
On verra beaucoup de P1 et de P2, on l'a aussi, hein, j'insiste, hein, Ouais. sur la partie Office ATP. Donc, on a le P1, donc, qui a un premier niveau, mais qui est excellent, donc qui protège énormément. Après, avec la partie P2, on a des fonctionnalités un peu plus avancées qui sont l'attaque simulator, hein, pouvoir faire des campagnes de phishing sur son tenant. Et tout ce qui est AIR, c'est l'Automate Incident Response, c'est le futur en fait. C'est le machine learning et l'AI que Microsoft met en place pour pouvoir justement, vous en tant qu'administrateur, vous concentrer sur votre quotidien plutôt que sur la détection et la remédiation des attaques. Demain, toutes ces attaques seront remédiées automatiquement. Enfin, je dis demain avec la grosse casquette utopique pour l'instant, mais l'idée c'est de se dire, j'ai une attaque, j'ai une campagne de phishing, qu'est-ce que je fais? Au lieu de se concentrer, d'aller récupérer tous les logs, tous les mails, de regarder ce qui se passe, Office ATP va le faire pour vous. Donc l'intelligence artificielle va le faire pour vous et va vous donc supprimer les messages qui doivent être supprimés ou les remettre si c'est des faux positifs, etc., etc. Donc là, on va arriver sur le point 2, on va y passer rapidement, la partie authentification, qui est très importante, parce que comme je vous ai présenté tout à l'heure ici, donc on a parlé des identités, mais maintenant, il faut savoir que si vous hybridez votre identité, il faut penser au point comment je vais authentifier ces utilisateurs sur mon tenant Office 365. Et on va voir en fait qu'on a plusieurs moyens d'authentifier les utilisateurs. On a la partie en fait qui est ici sur la gauche, donc là c'est le fameux donc password hash sync, hein, donc c'est le PHS, donc c'est voilà, ça permet de synchroniser le hash du password pour pouvoir se connecter. On a la partie pass-through authentication, donc le PTA, qui lui, si vous voulez, grâce à un agent qui va être installé sur la déconnect, donc se connecter à Azure Active Directory. Et j'attire votre attention que pour cette partie-là, la partie intéressante, c'est la partie ouverture de flux, parce qu'en fait, vous n'avez rien à ouvrir en entrée, c'est que de la sortie, et ça fait que du 443 pour la partie SSL 443, et puis la partie 80 pour la partie CRL, en fait, tout simplement. Donc vous avez que ces deux flux à ouvrir vers l'extérieur, vers Azure Active Directory. Et puis vous avez le gros machin ici qu'on déteste, je pense tous, c'est la DFS. Donc en fait, vous pouvez le voir ici la différence en termes de mise en place, etc. Vous avez la DFS, tout simplement, c'est l'identité fédérée, donc ça va fédérer le domaine public afin de faire en fait de la fédération avec Azure Active Directory. Justement, Hakim et moi, comment on voit la DFS? C'est ça, en gros. C'est-à-dire qu'on fait tous ces trucs-là, on va dire de manière grossière, hein, excusez-moi, mais on fait tous ces trucs-là, tout ça pour en fait faire un signing, si vous voulez. D'accord? En gros, ça ressemble un peu à ça. Et ça, c'est une slide qui a été mise par Microsoft donc, lors du Ignite qu'on trouvait bien. Donc, on a essayé de la mettre. Donc, en fait, tout ça pour dire que la DFS, c'était bien à l'époque. Et je trouve qu'il y a une communication qui est un peu erronée de la part de Microsoft par rapport à ça, parce que maintenant, aujourd'hui, un client, dès qu'il me parle d'Office, je veux faire de la DFS, je veux faire de la DFS. Mais pourquoi tu veux faire de la DFS? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et est-ce que tu as conscience des impacts qu'il y a derrière le fait d'avoir un DFS, que ce soit au niveau coût. Donc minimum, c'est, comme je peux le voir ici, hein, c'est 2 serveurs on-prem, 2 serveurs en WAP, donc dans la DMZ, c'est un certificat à gérer, c'est des load balancers sur chaque côté et plusieurs flux à ouvrir, donc pour pouvoir répondre à tout ça, juste pour pouvoir s'authentifier. Alors que, Hakim, je te laisse parler, mais pour la partie PHS et PTA, hein, donc je te laisse compléter. Bien sûr. Alors oui, pour revenir à ce que tu disais justement, c'est problème de communication qu'il y a eu au tout début où justement Microsoft, dans les différentes documentations, on voyait password sync, password sync, on ne voyait pas le hash. Donc au début, ça a effrayé. Et pour revenir à la partie ADFS, c'était à l'époque un prérequis pour monter le mode hybride sur la partie messagerie. Donc du coup, voilà, maintenant, on est revenu à quelque chose de plus sensé. Donc le PHS qui est quand même beaucoup plus sécurisé, qui justement permet aussi de récupérer tout ce qui est information concernant les lignes password. Hein, dès que vous avez des mots de passe qui sont dans la nature, dans le dark web, cette remontée est faite. Donc du coup, le mot de passe peut être le hash de mot de passe et le mot de passe cloud peut être bloqué. En termes de sécurité, c'est important, mais pas quand je dis sécurité, protection même, mais vraiment sécurité de la disponibilité, pardon, autant pour moi, la disponibilité. Un utilisateur qui se connecte justement via le PHS a une réponse beaucoup plus rapide. Et derrière, si vous avez, donc voilà, pour revenir à cette partie PTA versus PHS versus ADFS, vous avez toute la partie infra qui est pas à gérer. Donc oui, le PTA c'est génial, mais vous pouvez mettre plusieurs agents. Mais typiquement, vous mettez un agent sur chaque data center, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une coupure.
au niveau des agents, des data centers, d'avoir quand même votre accès Internet pour vos end-users, et du coup, la connexion est morte. Et je dis ça surtout en cas Covid. Actuellement, le télétravail est généralisé, il faut dire ce qui est, et je pense qu'il y aura un après, et que du coup, ce sera beaucoup plus présent. L'utilisateur va se connecter de chez lui, va utiliser sa connexion Internet. Donc, vos data centers ou même votre salle informatique est bloquée ou votre contrôleur de domaine est down, avec le PTA et ou ADFS, l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Avec le PHS, il y a toujours cette partie backup, entre guillemets, qu'il pourra utiliser pour se connecter et bénéficier donc de toute solution d'authentification sécurisée de Microsoft. Ouais, très important. Donc, quand vous faites vos workshops, n'hésitez pas justement à comparer les solutions et à proposer, et à force de proposition. Moi, pareil, je vous avoue que en général, je propose celle-ci, même dans nos environnements bancaires, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous expliquez par A plus B ce qui se passe derrière et comment ça fonctionne, et surtout, encore une fois, je vais juste finir là-dessus, la haute disponibilité de la partie PHS, c'est que même si votre AD Connect il est down, il ne fonctionne plus, on pourra toujours, tous les utilisateurs pourront toujours accéder à leur information Office 365 et ça, c'est le plus important. Alors, si vous avez de la DFS, hein, c'est pas une fatalité. Oui. Hein, vous avez la possibilité déjà de mettre du PHS qui est considéré comme un backup. Hein, et maintenant, vous pouvez justement graduer, enfin, allez, on va dire plutôt pas à pas. Je vais arrêter avec le mot graduaire parce que j'ai du mal à le dire. On va dire pas à pas, vous pouvez migrer justement sur la partie, sur la partie PHS ou PTA au fil de l'eau et en mode stage, donc en mode rollout par vague. Voilà, parce qu'en fait ici effectivement c'est une belle transition, Hakim. C'est qu'avant en fait, parce que c'est pas longtemps que c'est sorti, c'est quand vous faites, voilà, c'était tout ou rien. C'est soit je fais de la DFS pour tout le monde, soit je fais du PTA pour tout le monde, soit je fais du password hashing pour tout le monde. Aujourd'hui, bon c'est encore en preview, mais très important c'est que c'est en preview, mais vous avez comme le support. Ça je me suis renseigné. Ça, c'est important. Mais par contre, qui dit prévu, ça veut dire que c'est une fonctionnalité qui est toujours, on va dire, en cours d'amélioration. Et bah, vous avez la possibilité, ici, d'être granulaire en termes de, voilà, par exemple, vous avez un groupe sur lequel vous allez activer le password hashing, et vous avez un autre groupe où vous allez activer la partie PTA, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de tester d'abord votre transition, et une fois que c'est validé, vous passez toute la production, du moins sur cette méthode d'authentification. Donc là, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Donc le Secure Score, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, voilà, c'est vraiment on en a assez parlé. Donc faites attention, bien sûr, pas trop au score, mais ce qui est intéressant avec le Secure Score, c'est que ça vous donne quand même pas mal de recommandations et ça peut vous donner des idées, en fait. Donc là, si je le montre rapidement ici, au niveau en fait du Secure Score, c'est que ça donne quand même pas mal d'idées de temps en temps hein, sur des choses que vous pourrez oublier en fait, hein, d'accord. Donc ici, quand vous allez là, donc là, voilà, vous avez toutes les recommandations et quand vous faites View All ici, vous allez voir un peu pas mal de choses qui vont vous demander de faire, etc. Donc ça peut vous donner des idées, etc. Donc là, c'est un tonneau de test, donc j'ai pas grand chose d'activer, comme vous pouvez le voir. Donc ce qui est bien, voilà, il me dit, par exemple, active le PHS, hein, tu vois, comme ici, si tu fais du hybride, etc. Parce que justement, ça devient maintenant de plus en plus donc sécurisé, etc. Voilà, toutes ces choses. Ce qui est bien avec le Secure Score maintenant, c'est qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il donne les prérequis. Typiquement, si tu as besoin, si tu as des licences en plus nécessaires, on le voit en haut à droite maintenant, prérequis pour activer, pour pouvoir justement mettre en place la proposition. Ouais. Ça c'est une bonne chose aussi. Ouais, ça c'est encore l'ancien portail, ouais. Ça c'est l'ancien, mais effectivement, oui, il donne maintenant la partie prérequis pour ça. Ensuite, on a la partie, je pense que vous connaissez tous le MFA. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le nouveau portail parce que maintenant il est en General Availability. Hein, donc, vous utilisez-le, arrêtez avec l'ancien portail. Ce qui est important, c'est que maintenant ce portail-là, il est fédéré, il est joint avec la partie SSPR. Donc, si vous avez le SSPR activé, donc ce qu'on appelle le Self-Service Password, qui est ici, donc que je vais vous montrer, qui est ici. Hop, donc ça permet de faire un seul enrôlement et du coup, exactement. On n'est pas, voilà. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va faire son enrôlement, il va faire son self-service password et le MFA en même temps. Alors qu'avant, il fallait faire deux choses différentes et donc ça veut dire deux communications différentes aux users. Donc c'est quand même ingérable pour les entreprises. Et après, en termes de MFA, ça vous le connaissez, vous pouvez mettre les méthodes que vous voulez, donc la partie téléphone ou la partie notification, la partie token aussi physique si vous voulez. Donc il y a pas mal de tokens physiques qui peuvent exister que vous allez pouvoir donc rajouter aux utilisateurs sans problème.
Juste un truc important, c'est la stat ici, hein, donc Hakim m'a fait rajouter à la dernière minute parce que j'avais Ouais. complètement oublié. Et Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est bien Et il l'a dit tout 8%. à l'heure. J'avais C'est bien ça. 8%, donc c'est pour ça que j'ai mis Ouais. moins 10. Mais voilà, c'est bien 8% ouais, sur les MFA admin. Ouais. Sur les infadmins. Donc vous voyez bien quand même que c'est très grave qu'aujourd'hui, en 2019 en tout cas, donc ça fait pratiquement un an, hein, que les gens, on a à peine moins de 10% d'activation MFA sur la partie admin. Donc c'est quand même très grave. Et donc utilisez-le sans modération. Et pensez au compte brise-glace, important. Donc après le passwordless, que je pense que vous avez tous un petit peu entendu parler, c'est un peu cette nouvelle mode, un peu bon, on surfe un peu là-dessus. On va pouvoir en fait s'authentifier sans mettre de mot de passe, donc on va passer par ce qu'on appelle directement un code PIN et par rapport en fait à un jeton. Donc là par exemple vous avez ici en fait comment ça fonctionne, c'est que votre utilisateur ici, il a si vous voulez, il a ses moyens d'authentification sur le tenant. Donc, soit il a du MFA, il passe par sa partie Application Authenticator, soit alors vous pouvez mettre par exemple une clé de sécurité comme YubiKey par exemple ici, et vous allez pouvoir donc ici la configurer. Et donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, pour ça, je vais me déconnecter ici. Et en fait, je vais tout simplement me reconnecter. Et en fait, vous allez voir que je vais pouvoir me connecter directement à mon tenant sans mettre mon password. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, finalement, c'est que, et les recherches de sécurité le disent, en fait, le fait de taper son password, en fait, c'est déjà un risque de sécurité. Pourquoi? Parce que déjà, le fait d'être mémorisé, c'est un risque de sécurité. Et de deux, vous pouvez aussi avoir des keyloggers sur la machine que vous ne voyez pas. Donc déjà, c'est pour ça qu'on essaye un peu d'arrêter avec le password. Et donc là, on essaye un peu donc d'évoluer cette partie-là. Et en fait, ici, vous voyez que quand j'active la partie passwordless, j'ai une petite option ici. Donc, se connecter avec une clé de sécurité. Donc, je vais cliquer dessus. Et là-dedans, tout simplement, je vais juste mettre mon code PIN que j'ai mis sur ma clé. Je vais toucher ma clé, parce que là, il me demande de la toucher. Hop. Et automatiquement, je suis connecté sur mon tenant, donc en tant que global admin ou en tant qu'end user, hein, s'il faut, sur mon tenant Office 365, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir activer le passwordless aussi de manière granulaire sur les utilisateurs. Vous n'êtes pas obligé de l'activer pour tout le monde, d'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, quand vous faites un pilote, avant de faire le rollout en production, vous pouvez l'activer de manière granulaire sur un certain type de population. Donc, vous allez dans sécurité. Ici, vous allez dans la partie authentification méthode, et là-dedans, en fait, vous avez cette partie-là hein, qui s'appelle FIDO, parce qu'en fait, ça utilise le protocole d'authentification FIDO pour la partie passwordless. Et ici, je vais venir ici, et tout simplement, je vais pouvoir choisir des utilisateurs ou des groupes pour cette partie-là. Voilà, tout simplement. Et le jour où c'est activé, validé, etc., vous pouvez faire le rollout avec le all user. Donc là, ça va taguer tout le monde, tout simplement. Voilà un peu comment ça fonctionne. Sachant que par contre, un truc important, c'est que vous avez une action manuelle à faire pour le end user aura une action manuelle à faire parce que c'est lui qui va devoir enregistrer en fait son token avec bien entendu une documentation. On va aller se dépêcher parce que sinon on va être à court de temps. Donc là après, le conditional access, comme le disait tout à l'heure Hakim, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de réduire votre surface d'attaque. Donc le conditional access, tout simplement, c'est, en résumé, en fait, c'est quelque chose se produit, on fait une action. Donc, et l'action, c'est soit on bloque, soit on autorise, mais on limitant l'accès. Donc là, j'aime bien reprendre le slide de chez Microsoft, hein, ici, qui vous montre un peu comment fonctionne le conditional access avec les identités à gauche, avec la partie Trusted Location, puisque vous pouvez aussi Trusted des locations afin, par exemple, quand vous êtes au bureau, vous mettez vos adresses IP publiques de sortie au bureau, etc., afin de dire, OK, je maîtrise donc l'authentification et la provenance de l'authentification. Après, vous avez les conditions, hein, ici, la partie physique ou virtual location, la partie moderne ou pas des applications, donc comme le Legacy Authentication. Vous avez la partie Trusted Device ou pas. Donc vous pouvez par exemple dire n'importe quel device ne peut pas se connecter s'il n'est pas Intune compliant ou s'il n'est pas dans Azure AD, pour la partie Windows 10 par exemple. Et puis après, vous avez les contrôles, soit vous bloquez, soit vous limitez les accès, soit vous demandez le MFA, soit vous forcez le password, etc. Ce qui est important de rappeler, c'est si vous voulez utiliser le conditional access basé sur ce qu'on appelle des conditions de risque, par exemple du machine learning pour dire attention, votre identité elle est risquée parce qu'elle a été brute forcée, donc je ne lui donne pas accès à votre tenant. Là, dans ce cas-là, il vous faut de l'Azure AD P2 pour faire ce mécanisme-là au niveau du machine learning. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Hakim. Non, c'est parfait.
c'est parfait. Puis ensuite, là, je vous ai mis quelques exemples de règles, de policy à mettre en place. Donc, je vous les laisserai lire parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc là, il faut juste savoir un truc important. Quand vous faites le design de votre conditional access, en fait, vous avez 3 paramètres à prendre en compte. Vous avez la partie authentification, où il y a des conditionnel access qui vont aller que pour la partie authentification. Vous avez ensuite le device management, où vous allez mettre en place des policies que pour le device management, et la partie sécurité globale. C'est très important de ne pas les mélanger et de bien les séparer, parce que sinon ça devient vite le foutoir. C'est un peu comme les GPO en fait. Si vous les faites mal, si vous les linkez mal sur vos OU, etc., ça devient vite compliqué à gérer. Bien entendu, avant de mettre ça en place, il faut tester avec le what if. Très important, le what if, c'est un peu comme pour les devs, vous pouvez tester vos conditional access avant de les mettre en production parce que vous pouvez tout péter. Donc là, moi, je vous ai mis ici un jeu de données, un jeu en fait où vous mettez les policies, vous mettez les scénarios, le résultat attendu et les tests réels et les commentaires. Donc ça, en fait, je fais ça avec mes clients pour pouvoir avoir un rapport, on va dire, officiel et pour valider toutes les conditional access. Et je vais laisser Hakim parler du report model parce que je sais qu'il aime bien cette Ouais. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, je l'ai vendu chez un client alors qu'il n'existait pas encore, et je vous jure que c'est vrai. Je voulais absolument travailler pour lui et avec lui, et du coup, je lui ai dit si, on peut éventuellement juste loguer. Alors, j'étais parti sur un what if avancé, et je lui ai dit non, on peut mettre en place les conditional access et juste loguer et voir ce qui se passe. Et je vous jure que 24 heures après, allez, non, je déconne, 48 heures après, il y a eu l'annonce comme quoi le report only est mode et était en preview. Donc, en fait, c'est comme un firewall, hein, vous ouvrez tout, vous laissez passer et vous voyez ce qui se passe en fait. Donc derrière, ça permet, quand vous mettez du conditional access en report only, vous avez créé tous vos accès comme les a montré Céphale tout à l'heure. Et à partir de là, vous regardez, vous laissez tourner et vous retournez dans tout ce qui est login, dans les sign-in, hein, et vous savez exactement ce qui s'est passé, ce qui aurait dû être bloqué, pourquoi, comment. Donc c'est vraiment très important. Donc c'est pareil, hein, ça sauve des vies entre guillemets d'administrateurs quand vous le mettez en place. Voilà, donc ici, hein. Voilà, c'est ça. Donc, avant, on n'avait que le what if. Maintenant, on a le report only. Donc, quand on n'est vraiment pas sûr d'une règle ou quand on l'est avancé, parce qu'il y a énormément de conditions, c'est fortement recommandé. Donc, il y a certes quelques limitations, hein, comme on peut le voir là-dessus, mais voilà, on recommande et il faut l'activer. Okay. Hop, donc là, après, derrière, juste pour info, sur les tenants. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, parce que vous avez... Microsoft a mis en place quand même, parce qu'avant, il fallait tout faire soi-même, a mis en place quand même une petite option qui s'appelle Security Default, qui permet en fait d'activer on va dire, un niveau de sécurité acceptable pour les petites PME en fait directement. Juste un truc important, c'est que si vous le faites, c'est pas très granulaire en termes de configuration, mais ça permet quand même de se protéger. Voilà. Pas du tout même, il y a juste le bouton à cocher, il faut dire. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, donc voilà, parce que pourquoi on fait ça? En général, on fait pas mal d'audits ou de trade check chez pas mal de clients qui n'ont pas vocation de partir sur un plan de sécurisation, mais derrière, quand on leur montre ce qui se passe, ils disent tiens, j'aimerais bien le faire, mais sans forcément avoir toutes les licences. Le problème, c'est que oui, en effet, ils ont entendu parler de cette security default, sauf que une fois que vous le faites, c'est dangereux. C'est dangereux parce que derrière, il y a l'authentification legacy, etc. Donc, c'est pas forcément des PME qui veulent le mettre en place, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment à utiliser, mais avec des pincettes, quoi. Et, bien sûr. TPE que PME, entre guillemets. Oui, j'ai mis PME, parce que moi, c'est la. Ouais, non, bien sûr, c'est la bague après. Ouais. Mais c'est vrai que, surtout la communication de Microsoft, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ça, parce que une fois que c'est activé, tu peux rien faire dessus. Il vaut mieux faire tes conditionnel access toi-même directement. Et donc payer. Exactement, avec l'Azure ADP, effectivement. Ok, donc après ici, juste pour info, il faut aussi définir avec les conditions d'accès ce qu'on appelle votre politique d'accès. Rapidement, c'est la politique d'accès, c'est de définir en fonction en fait des types de devices qui accèdent à quoi à mon tenant. Donc par exemple, si j'ai un device corporate de l'entreprise, donc je lui donne accès. Si j'ai un device qui n'est pas de la compagnie, mais qui est outside donc du LAN, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vous les laisserai et vous pouvez regarder donc ici avec les flèches, vous avez la légende ici pour pouvoir donc vous guider à faire une politique d'accès, on va dire très simple et très sécurisée. Donc après ici, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, c'est la notice protection, donc qui va, si vous voulez, donc c'est un mécanisme qui est derrière Azure AD, qui va détecter la vulnérabilité de manière, on va dire, au niveau machine learning, de manière automatique sur vos identités. Et donc ici, en fait, je vais juste vous montrer quelque chose, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, ça marche avec Azure AD P2, et quand vous l'activez, il faut quand même faire des actions dessus. C'est-à-dire que ça ne marche pas tout seul. C'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle des politiques de remédiation qui sont ici, donc qui sont basées sur le user risk et le signing risk.
Donc le user risk, c'est vraiment au niveau du user, et le sending risk, c'est au niveau de la connexion risquée. Donc là, vous allez pouvoir définir des policies. Par exemple, si vous avez un user risqué ici, bah, vous allez pouvoir lui dire, OK, c'est soit je te bloque, soit je bloque l'accès directement, soit j'autorise l'accès, mais par contre, je lui demande quand même de resetter son password. Parce que j'estime que c'est utilisateur risqué, donc j'ai pas trop confiance, je lui demande un reset password. Et je peux faire la même chose pour la partie sending risk. Si la connexion est risquée, là, je peux aller un peu plus loin, je peux bloquer l'accès ou je peux redemander le MFA pour me dire, OK, c'est bon, c'est risqué, mais par contre, comme j'ai demandé le MFA, j'estime que ça a été validé par la personne en question qui est chez moi. On va aller vite là-dessus. Et puis après, l'Azure AD Application Proxy, très important aussi, et je voulais vous présenter. Donc, c'est une solution qui est présentée par Azure Active Directory. C'est une solution, si vous voulez, qui, alors dans le futur, pas maintenant bien sûr, mais qui peut remplacer une DMZ. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, grâce à un connecteur que vous allez installer qui va discuter avec la Connect et puis l'Azure Active Directory, publier des applications web sans passer par votre firewall et sans passer par une publication dans la DMZ. Comment ça fonctionne? C'est que ce connecteur va se connecter avec l'Active Directory, la Connect pour la partie identité, et puis il va se connecter à votre Azure Active Directory. Donc on va déployer l'application avec Azure Application Proxy, etc. Et derrière, vous allez pouvoir donc par exemple, mettre un SharePoint on-prem directement donc sur le web. Et l'intérêt de faire ça, c'est que comme on passe par Azure AD, ben, je vais pouvoir contrôler l'accès à mon SharePoint on-prem avec du conditional access, avec du MFA, etc. L'intérêt, il est là. Si vous voulez donner accès à votre site web, donc classique, si vous le faites avec un firewall, ben, vous ne pouvez pas mettre du MFA dessus avec Azure AD. Mais si vous le faites avec Azure Application Proxy, vous allez pouvoir en fait contrôler ça avec du MFA, avec du conditional access. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que Microsoft l'appelle un peu la DMZ 2.0 parce que vous pouvez publier des sites SharePoint ou vous pouvez publier des applications web directement sans les mettre dans la DMZ. Donc vous pouvez les laisser dans le LAN et vous pouvez les publier de manière sécurisée directement sur Internet. Ouais, donc là, en fait, main, je crois. Oui. Pardon? Non, je crois que Sabrine levait la main. C'est ça. En fait, je me permets, on a dépassé le timing de 5 minutes et surtout, il ne faut pas oublier de répondre aux questions qui ont été posées dans la partie conversation. Ouais, c'est bon. Donc, on a fini. Donc, la conclusion qu'on vous laissera faire ici. Vous avez donc ici toute les bonnes pratiques à adopter pour pouvoir justement donc sécuriser votre environnement cloud, etc. Juste ici, hop, on a donc 5 minutes de retard. Décidément. Veuillez nous excuser effectivement de ce retard et puis on va voir un petit peu si on a des questions. Il y a tellement de choses à dire, c'est vrai qu'il faut plus d'1 heure. Je suis désolé. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu Je pense que déjà le cœur. Le cœur, merci Patrick, tu nous manques aussi et c'est un grand plaisir de te revoir. Je sais pas le faire. Ouais. Et super session aussi, j'ai suivi de près et de loin aussi. Alors MTP différent d'ATP, en effet, oui, c'est complètement différent. C'est comme on disait, en fait c'est MTP englobe toutes les suites ATP, pour résumer. Alors donc il faut les 3 pour une défense. Oui, exactement. Les licences pour avoir le pack de sécurité, en fait, vous avez, comme l'a dit Patrick ce matin, en fait, il l'a très bien dit, c'est que vous avez la partie M365 qui regroupe tout ça, en fait, derrière, parce que vous avez EMS, E5, et vous avez la partie Office, ATP, etc. Voilà, ce qui était à l'époque complètement ce qu'il vient de dire d'ailleurs. Il vient de le dire, c'est effectivement, pour avoir tout, il vous faut le M365 E5. Merci Patrick pour la petite réponse. Donc après, SCCM, en fait, c'est la partie, pareil, un de self-service, en fait, pour tout ce qui est application et pour tout ce qui est, en fait, gouvernance. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez des groupes Teams, les utilisateurs vont pouvoir faire, en fait, ce qu'on appelle des workflows pour pouvoir être ajoutés à des groupes Office 365, donc des Teams derrière, par exemple. Hop. En fait, juste, ma session, elle est à 16h30 et elle traite ce sujet. Donc, c'est très bien. Parfait. Pour les groupes. Voilà. Donc, tu vois, on te fait de la pub directement. C'est ça, là. Donc, lorsqu'on déploie un post Windows ayant un MF1, préparer l'environnement sans besoin pour la première connexion. En fait, pour ça, on peut faire en fait le conditional access sur du MFA, c'est-à-dire que quand on est dans l'entreprise, le MFA ne sera pas en fait challengé et le MFA en fait sera challengé uniquement quand on est en dehors de l'entreprise, par exemple.
Donc Ouais, là, mais ça, du coup, il faut voilà. quand même, il y a quand même une partie communication et Bien sûr. formation, parce que ça dépendra aussi de toute la stratégie. Puisque là, moi, j'ai une stratégie qui s'applique en fait tous les 5 jours. Je suis obligé de ressaisir le MFA pour l'ensemble de mes fonctionnalités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc, alors, il y aura toujours besoin d'assister les utilisateurs. On ne pourra pas, que ce soit par des slides ou des présentations des formations, ou les assister au niveau support end-user. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Oui, non, mais et puis de toute façon, enfin, tu dis malheureusement, mais pour moi, c'est justement important parce que moi, j'ai plein de clients en ce moment et ça, bon, ça m'énerve un peu parce que tout le monde me dit, je veux que tout soit transparent. Mais c'est pas possible. La communication avec le end user, elle est très importante et vous êtes obligé de la faire, que ce soit pour le MFA, que ce soit pour le self-service password, ou alors quand vous changez de tenant et que vous changez d'identité, etc. Vous êtes obligé de communiquer à l'utilisateur. C'est le point le plus important parce qu'en fait, c'est end user malgré tout. Donc, vos recommandations sur la politique de password, la mise en place MFA plus SIEM après longueur durée verrouillage. Bah là, en fait, si vous voulez, cette partie-là, hein, c'est des GPO que vous allez pouvoir définir. Donc là, on pourra en reparler plus tard, mais c'est la partie caractère, combien de caractères vous allez mettre en place, la politique pour savoir combien d'âge votre mot de passe va avoir, etc. Mais ça, on peut en parler de manière granulaire, ça peut être intéressant. Alors, ce qui est important là-dessus, c'est surtout en fait les recommandations que Microsoft donne par rapport aux fonctionnalités que vous allez mettre en place, typiquement pour la partie password protection et IDP. Donc, en fait, pour toute la partie smart lockout, donc j'ai plus exactement les trucs en tête, mais je vais dire une bêtise, mais vous avez une politique donc de blocage qui est de 20 minutes. Microsoft vous donne justement la recommandation de faire 20 minutes plus 10 par exemple. C'est plutôt les recommandations que vous allez plutôt mettre en place au niveau Azure AD par rapport à les fonctionnalités les politiques pardon, que vous avez on-prem. Et juste pour finir, pour le Smart Lookout, ce qui est intéressant, c'est quand par exemple, on fait un brute force et que le password il est bloqué, s'il est bloqué par exemple pendant 60 secondes, si tu refais un autre brute force au-delà de 60 secondes, en fait, le compte il va être bloqué 60 secondes plus 60 secondes en fait. C'est très intelligent et ça permet justement de bloquer, en fait, ça permet de briser la chaîne d'attaque qui est le brute force en fait, du coup. Et ce qui est important de voir, c'est aussi toute la partie password protection. Donc, avec ce que tu montrais tout à l'heure, Azure App Proxy, c'est aussi une fonctionnalité qui utilise cette technologie-là, donc il va vous protéger contre les mots de passe non souhaités, ou même leak. Donc, si vous avez un mot de passe qui est volé, enfin, qui est dans le dark web et qui est on-prem, celui-ci sera bloqué aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on a couvert toutes les questions, et puis excusez-nous pour les 5-6 minutes de retard sur la session. On avait encore énormément de choses à dire, c'est vrai, mais vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, j'ai mis un petit message, en fait, un lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, soit vous utilisez le lien ou bien c'est un onglet, en fait, dans le canal. Donc, n'hésitez pas à évaluer cette session et toutes les sessions que vous aurez vues aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup et puis bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci aux sponsors, merci aux participants. Merci Saïd. Et merci à Kim. Merci Sabrine pour la modération. Merci Sabrine. Bye bye. Ciao. Ciao. Et à plus Patrick. Il est parti. Ah, il est parti. Ah oui. C'était nickel, parfait, c'est cool. Après, on peut en parler longuement, mais voilà. Ouais.